Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, une belle moisson pour le bloc républicain. Le parti vient d'enregistrer de nouveaux adhérents. Des jeunes venus de Bantais, Caro et Savé environ quittent ainsi l'opposition pour se partir de la mouvance présidentielle. Plusieurs localités des communes de Semepo et d'Agara dans le département de Lomé ont désormais de la lumière. C'est le ministre Dona Jean-Claude Oussou de l'énergie qui a procédé à la mise en service du réseau électrique. Un atelier de formation au profit des responsables hôteliers gestionnaires de sites touristiques. C'est une formation initiée par la direction départementale de tourisme de la culture et des arts du département de l'Alébori. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Dans le cadre de sa tournée d'évaluation des élections municipales et communales 2020, le parti Union progressiste a rencontré ce samedi ses militants de la ville de Parakou. Objectif, faire le bilan de la participation du parti lors des joutes électorales. Abdoulaye Fidroussou, Docastito pour le compte rendu. Relever les forces et faiblesses de l'Union progressiste lors des élections communales et municipales du 17 mai 2020 dans la ville de Parakou. Les militantes et militants du parti du Baobab de la cité des Koubourou se donnent à cet exercice. Il ressort de ces résultats que l'UP, l'Union progressiste, s'en sort avec 4 sièges et occupe la 3e position parmi les partis en liste. Il est toutefois heureux de signaler qu'après l'accord de gouvernance entre l'UP et le BR, nous avons obtenu 2 postes du 2e adjoint au maire et du CA1 du 1er arrondissement. Vous avez dit qu'il y a eu, par exemple, fraude, vol, achat de conscience, intimidation. Ce n'est pas manque de vigilance. Vous avez dit qu'il y a des taupes parmi nous qui étant avec nous, ont travaillé pour... Il y a même des candidats qui ont travaillé pour l'adversaire. Ça, je sais à Parakou, parce que c'est un peu partout comme ça. Par conséquent, nous avons été naïfs. Nous devons voir la politique autrement. Jusque-là, dans le cœur de chacun de nous, on continue avec l'ancienne pratique. Nous avons fait quelques erreurs dans la mise en place, dans les choix des candidats, et ça nous a donné ce mauvais résultat. C'est un mauvais résultat. Et je sais que prochainement, on saurait mieux faire, surtout qu'on aurait mis en place les différentes structures de base du parti. Le nombre de militants inscrits dans la base de données de l'Union progressiste, le processus d'enregistrement des nouveaux adhérents sont autant de sujets qui ont fait objet de débat. On a beaucoup de militants et peu d'électeurs. Cela veut dire que dans nos bases de données, il y a des personnes inscrites qui ne sont pas véritablement des militants UP. C'est pour cette raison que l'une des tâches que le bureau politique nous demande d'exécuter, c'est l'appurement de nos listes. Et nous avons 1 mois pour apurer ces listes-là. L'enregistrement des nouveaux adhérents, car tout le monde le sait, après nos 2 victoires, notre victoire aux législatives et notre victoire au communal,
beaucoup de Béninois ont envie de travailler avec nous. Chaque jour, nous avons des demandes orales d'adhésion. Chaque jour, il y a des Béninois qui, ayant constaté notre discipline, notre organisation, notre méthodologie, il y a beaucoup de Béninois qui nous préfèrent à d'autres partis. Il y en a qui quittent même leur parti pour nous rejoindre. Nous devons travailler à les accueillir et à les aider pour leur inscription sur notre plateforme, nos bases de données. Une restructuration et une meilleure stratégie de défense s'imposent donc au sein du parti à Parakou pour de meilleurs résultats. Politique toujours, une délégation de jeunes venus de Banté, Tiaourou, Savé environ était au siège du parti politique Bloc républicain ce samedi 12 septembre 2020. Ils ont pu échanger avec le secrétaire général du parti à qui ils ont déposé leur demande d'adhésion et viennent ainsi de changer de famille politique. Des précisions avec Marcela Rossi. Nous sommes prêts à remplir les formalités nécessaires pour acter notre appartenance désormais au Bloc républicain, le parti de la liberté, de la compétitivité et de la prospérité. Diouf Abdou Yessouf porte la voix de plusieurs centaines de jeunes qui se disent victimes expiatoires des politiques véreux. Ils proviennent des régions où vit majoritairement la communauté Nago du Bénin. Le 29 août dernier, ils prononçaient publiquement leur démission collective de l'opposition et leur volonté de rallier la mouvance présidentielle. C'est au lendemain des événements malheureux survenus lors des législatives de 2019. Événements ayant eu pour épicentre à l'intérieur du pays les villes de Savé, de Tiaourou et de Banté que Maître Kehinde Paulin Akona m'a repéré comme l'un des leaders des jeunes du parti FCBE ayant une influence juste dans les communes de Wessé et de Tiaourou. Il est donc entré en contact avec moi. Des qualités qui ont permis à cet homme de réussir à convaincre ces jeunes. Maître Kehinde Paulin Akona soutient que ces derniers viennent d'opérer le choix de la raison et de l'espérance. Prenant la mesure de l'enjeu, je voudrais sincèrement inviter tous les responsables BR des dites localités, députés, ministres, maires et autres. Je pense particulièrement à mes aînés, le ministre Laourou Grégoire, le conseiller de Soumou Égène, les honorables Kounlola et Bagoubou, à faire d'une préoccupation la question de la prise en charge de cette jeunesse pour ne pas briser en elle l'espérance que suscite son appartenance désormais au Bloc républicain. Je ne manquerai pas de leur rallier tous à la cause commune et je saurai pouvoir, Monsieur le secrétaire général national, compter aussi sur votre sens élevé de responsabilité pour que grâce aux idéaux de notre parti, liberté, compétitivité, prospérité, qu'il n'ait plus jamais de jeunes manipulés et instrumentalisés, ni dans la région Nago, ni nulle part au Bénin. En attendant de remplir les formalités nécessaires pour acter leur appartenance à ce parti, la demande a déjà reçu un avis favorable. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir au siège du Bloc républicain au nom du parti, de ses bureaux exécutifs et politiques. J'ai eu un message très heureux de ma part de M. Akona, qui est membre du bureau politique aussi, qui est de ce fait chargé, comme tous, d'aligner le parti et de faire en sorte que le parti grandisse. Et je suis heureux qu'il ait été contact avec vous. Une nouvelle famille pour ces jeunes, pour une nouvelle aventure, dans l'espérance d'une vie meilleure. Les acteurs du projet Pavir ABC en session bilan de leur activité depuis ce vendredi 11 septembre 2020. Les travaux se tiennent à Boycon avec la participation des partenaires et acteurs du terrain du projet. Nestor Sella et Michel Egbert nous informent que c'est une session qui fait office de reddition de comptes. Voici les images. Les membres du comité d'orientation et de pilotage du projet Pavir ABC
sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, sont en session de revue des activités du projet. Ce rendez-vous de Boycon est un signe d'intérêt et d'engagement que chaque acteur marque à accompagner le projet Pavir ABC. Comme affiché au cours de la session passée, l'année 2020 constitue une année charnière devant permettre de concrétiser l'achèvement de tous les investissements structurants prévus par le projet et la réalisation des produits spécifiques envisagés pour le développement des chaînes de valeur. Dans ce cadre, la présente session nous offre l'occasion de passer en revue le point d'avancement du projet au 31 juillet 2020 et le point de mise en œuvre du plan de passation des marchés 2020, après avoir examiné le point de mise en œuvre des recommandations antérieures du COP et de la BAD. Suivant les informations fournies par l'unité de gestion du projet, les résultats cumulés enregistrés à fin juin 2020 rassurent quant à l'atteinte des objectifs escomptés du projet à fin décembre 2021. En témoignent les taux cumulés d'exécution physique de 59%, d'engagement financier cumulé de 94% et de décaissement cumulé de 50,13%. Cependant, quelques inquiétudes persistent quant aux performances des entreprises adjudicataires des travaux. Notons que ces niveaux de réalisation sont largement en deçà des prévisions en raison de la faible capacité technique, organisationnelle et financière des entreprises. C'est pourquoi des mesures hardies méritent d'être prises par le COP pour accompagner l'unité de gestion du projet aux côtés des parties prenantes en vue de l'accélération de la réalisation des ouvrages à la satisfaction des bénéficiaires du projet dont les attentes sont lourdes et n'ont fait que trop durer. C'est un projet qui clôture en 2021 et je voudrais nous exhorter à proposer des recommandations assez pertinentes et des résolutions assez fermes pour que nous améliorions de façon encore plus substantielle la mise en œuvre de ce projet et la performance pour le bénéfice du secteur agricole. La première session ordinaire de l'année 2020 du comité d'orientation et de pilotage du Pavir ABC est marquée par l'observance des mesures barrières contre la COVID-19. De la lumière électrique pour Bakpodji, c'est dans la commune de Sembekpodji et Wegbo, dans la commune d'Adiara. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Ousso, effectue une descente sur le terrain pour procéder à la mise en service du réseau électrique dans les dites localités. Ces réalisations entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'électrification rurale porté par le gouvernement du président Talon. Voici les images. Alawa, dans la commune d'Avranco, se détache enfin de l'obscurité. Si les installations du réseau électrique ne constituaient qu'un décor dans ce village, longtemps resté plongé dans le noir, aujourd'hui, la touche du ministre Dona Jean-Claude Ousso, fidèle à la vision du chef de l'État et de son gouvernement, change tout. Enfin, nous sommes là aujourd'hui pour réparer une injustice qui date de plusieurs décennies. Parce qu'on ne peut pas avoir le réseau passer sur sa tête et ne pas bénéficier d'électricité. À partir d'aujourd'hui, ça fait partie du passé. Pour soulager les populations d'Alawa en proie à l'insécurité dans la nuit, un réseau mixte de 100 mètres a été construit, ajouté à un autre réseau basse tension qui s'étend sur 3 km 200 pour un transformateur de 160 kVA. C'est 300 ménages et plus de 1500 habitants qui peuvent passer désormais des nuits éclairées. Notre reconnaissance va au-delà parce qu'à travers vous, nous savons que vous allez transmettre toute la reconnaissance de la population d'Avranco et d'Alawa, en particulier à son Excellence Patrice Talon. La gratitude à Alawa est partagée à Zungué, dans la commune de Dangbo, une autre localité bénéficiaire de l'électrification rurale. Une joie que le ministre de l'Énergie partage avec les populations. Bangba, Okololo, Merenaï.
De la lumière à Zungué, c'est une innovation qui vient changer le quotidien des populations. Pour tous les bienfaits du gouvernement à notre endroit dans toutes les localités, nous disons merci beaucoup au président Patrice Talon. Notre président Patrice Talon nous a fait du bon boulot et nous en sommes très heureux, car par le passé, nous étions ici dans une obscurité totale. Joindre l'acte à la parole. Qu'il vous souvienne. À sa cérémonie d'investiture, le chef de l'État disait: à la fin de mon mandat, l'eau et l'électricité ne seront plus un luxe pour les Béninois. Monsieur le ministre, vous l'avez toujours répété. Je sais tout l'effort que fait votre département pour le développement de nos contrées les plus reculées. Je sais également que vous venez de porter à 4 le nombre de villages électrifiés dans l'arrondissement de Zungué. Zungué est ainsi touché par l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, des promesses aujourd'hui tenues. Chère population, qui vous souviennent que pendant que j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, j'avais effectué un déplacement avec le ministre de l'Énergie, M. Dora Jean-Claude Oussou, au site de la Saudia, à l'arrondissement, où on était venu le jour-là vous dire, plaise à Dieu, que nous allons amener l'électricité. D'autres ont cru, d'autres n'y ont pas cru. Mais aujourd'hui, voici le moment, le grand moment de constater que les ministres du gouvernement du président Patrice Talon ressemblent à leur chef, à leur patron. Un patron qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est arrivé maintenant, mais avec les dernières technologies. Donc vous êtes les premiers à avoir. 3 km de réseau basse tension, 1000 mètres de réseau HTA pur et 500 mètres de réseau mixte ont été construits. Le tout pour un transformateur de 100 kVA, des équipements acquis à 85 millions de francs CFA pour illuminer Zungué. Vous l'avez certainement constaté, c'est l'étape de Zungué dans le département de Lomé, bien sûr, dans la commune de Dangbo. La direction départementale de tourisme, de la culture, des arts du département de l'Alibori a organisé un atelier de formation au profit des responsables hôteliers et gestionnaires de sites touristiques du département. La formation vient corriger de mauvaises pratiques recensées par une enquête menée dans le secteur. La dite formation s'est déroulée à Malanville le vendredi 11 septembre dernier. Ghislain Pouguet a laissé sa sopa. Une enquête aux résultats désobligeants, décourageants, suscitant de l'indignation. Une enquête faite dans les 43 réceptifs hôteliers du département de la Libori. Au cours de nos visites, nous avons fait quelques observations, et notamment au niveau du service d'accueil, qui est quand même un service qui est la vitrine, qui joue le rôle de l'interface entre le client et l'entreprise qui est l'hôtel. Dans les réceptions, absence de tenue réglementaire pour les agents, absence de lieu d'accueil, réception encombrée de draps de lit, de bouteilles de boissons, de matelas. Dans les chambres, absence d'extincteurs, portes abîmées, absence de placards, absence de postes téléviseurs, des toilettes mal entretenues. C'est cet état de choses qui a poussé à l'organisation de cette formation. Nous avons appelé, réuni tous les responsables des réceptifs hôteliers ainsi que les gestionnaires des sites touristiques. Vous savez que ces deux secteurs sont liés, donc pour renforcer un peu leur capacité. Les différentes attributions d'un service de réception, de l'accueil physique à l'accueil téléphonique, l'installation du client, la gestion de son arrivée, la gestion du départ, ainsi que les autres services annexes, à savoir la restauration et les loisirs liés à son séjour au niveau de ces hôtels. Elle réunit les responsables des réceptifs hôteliers et des sites touristiques du département. Cette formation nous a donné plus de précision sur certaines choses. Ça va nous permettre d'améliorer nos offres au niveau des communes par rapport aux sites touristiques et également par rapport aux touristes qui viendront dans nos communes. L'accueil est le plus important dans un hôtel car lorsque le client vient, s'il n'est pas bien accueilli, il ne pourra plus revenir une autre fois. Donc, la formation que nous avons suivie aujourd'hui nous a appris beaucoup de choses et je pense que je vais pratiquer ça dans mon hôtel. Et mon souhait, c'est que ça vienne régulièrement pour
renforcer un peu plus nos capacités parce que ça va toujours dans le sens d'amélioration des produits que nous vendons aux clients. Initiative à renouveler donc pour un secteur touristique efficace et prospère. Restons dans le département de la Lébérie où le conseil communal de Banikwara vient de lancer ce qu'il dénomme le concours du quartier le plus propre. C'est une compétition qui met aux prises des quartiers de la commune pour en désigner le plus propre. Ghislain Pogé, Alexis Sassoba était au lancement ce vendredi bien sûr de cette activité. La compétition est lancée à Banikwara, Gomparu, Somperekou et Banikwara Centre. 3 arrondissements formant la grande agglomération vont concourir pour le prix du quartier le plus propre. Une initiative du conseil communal pour assainir les quartiers de la ville de Banikwara pour booster les dynamiques citoyennes de propreté. Faire de la ville de Banikwara une ville propre, une ville attrayante, une ville résiliente est la vision du conseil communal de Banikwara. Une compétition qui court du 15 septembre au 15 décembre. 3 mois pour mettre en place les prémices d'une ville durable. Nous voulons que notre commune soit une commune verte. Nous voulons que notre commune soit une commune durable, soit une ville durable. Cela passe par la protection de l'environnement, cela passe par la propriété, cela passe par la salubrité. Une compétition qui a en ligne de mire l'atteinte de certains objectifs de développement durable. Ce concours quartier propre, première édition, va permettre de mettre en œuvre 4 ODD. ODD 3, 6, 11 et 13. L'objectif de développement durable 3, qui promeut la bonne santé et le bien-être. L'ODD 6, lié à l'eau propre et à l'assainissement dans le monde. L'ODD 11, qui encourage les pratiques pour des villes et des communes durables. Et l'ODD 13, qui veut lutter contre les changements climatiques. Pour ce projet, le conseil communal souhaite la participation de toutes les forces vives de Banikwara. Aujourd'hui, dans nos différents quartiers, nous voulons, à travers ce concours, qu'on relève plusieurs défis en matière d'hygiène et d'assainissement. Je convie les jeunes, les femmes, les élus de ces différents quartiers-là à s'investir pour la réussite de ce concours. Au nom des jeunes de la commune de Banikwara, nous promettons au maire de nous engager, d'aider les délégués et les conseillers afin qu'on rende la commune de Banikwara comme ville la plus belle de toutes les communes de Bénin. J'invite nos maris et nos frères de nous aider pour nettoyer nos quartiers. Ils vont chercher les houes, nous les femmes, on va chercher les balais. Ensemble, on va nettoyer nos quartiers. Nous allons nous tenir les mains dans les mains, hommes et femmes, pour gagner ce concours. Les hommes seront devant et nous allons balayer en vous suivant. Les caniveaux, tout ça là doit être propre. La ville, le marché, les maisons, même les dépotoirs, nous allons les curer. Nous allons rendre tout propre. Pour les quartiers qui sont ici invités, nous sommes ainsi lancés. Et je crois que le maire ne sera pas déçu. Je crois vivement que tous les compartiments de la population qui seront lancés vont œuvrer. Moi, je souhaite que mon quartier soit le gagnant. La compétition est véritablement lancée. Les travaux du stade omnisport de Banikwara en construction avancent. C'est le constat fait par le maire Biot Sarako Tamou, maire de Banikwara, et sa délégation en visite sur les chantiers. Les images avec Ghislain Pogé et Alexis Sassoba. C'est un stade omnisport qui est en construction ici, au cœur de Banikwara. Des gradins, 3000 places assises, un terrain de football, surface synthétique, des terrains de sport de main, handball, basketball, volleyball, une piste d'athlétisme, des ouvrages d'assainissement, des bâtiments pour administration et encadrement. Le maire de Banikwara, descendu sur le chantier, veut savoir quand tout ceci sera prêt. On doit livrer fin septembre, mais à cause de la pluie nous embête beaucoup. C'est ça qui ralentit nos efforts, parce qu'on travaille ici jour comme nuit. Mais il y a plu pratiquement tous les jours, il y a pluie. Et avec la pluie et le terrain qu'on a, c'est glissant, les étais bougent. Malgré ça, on fait l'effort de ne pas stagner aussi. Le cabinet chargé du contrôle atteste que le chantier avance malgré les freins liés au temps. Tout va bien et l'entreprise s'efforce d'évoluer dans le délai. Il s'active beaucoup plus sur les grosses œuvres au niveau de l'ensemble des ouvrages. Le taux d'exécution est de 73%. Biot Sarako Tamou apprécie positivement ce qu'il a vu. Nous avons constaté
je vois qu'avec satisfaction que les travaux avancent très bien. Nous avons vu que les constructions, les grosses œuvres sont pratiquement terminées. Et pour les autres, nous avons vu que les équipements, les différents matériaux sont sur place sur le site. Il reconnaît que le programme quinquennal d'action du gouvernement a touché Banikwara. Le PAG est en marche dans la commune de Banikwara. Le stade communal de Banikwara est un chef-d'œuvre en construction, un chef-d'œuvre du régime du président Patrice Talon. Ces infrastructures sportives viennent à point nommé pour améliorer le sport dans la commune de Banikwara, pour développer toutes les disciplines sportives dans la commune de Banikwara. Donc c'est une chance pour notre commune de bénéficier de ce stade digne du nom. Il est important de dire combien les acteurs du monde du sport sont très contents, combien les populations de la commune de Banikwara sont satisfaites de ce projet du gouvernement du président Patrice Talon. Ce stade, quand il sera livré, sera le plus grand du département de la Liborie. Il pourra abriter de grands événements sportifs, impactant ainsi du même coup l'économie locale. Un stade omnisport en construction, mais aussi d'autres projets à venir pour Banikwara. Le bitumage de l'axe Banikwara-Kérémou, frontière Burkina Faso. Le bitumage de la route Banikwara-Kéroupeunko-Djougou. 2 projets qui feront de Banikwara un carrefour dans la région. La junte malienne sous pression pour dévoiler son plan de restauration d'un pouvoir civil s'est engagée samedi à une transition dans un délai de 18 mois. En Italie, le procureur Nicola Gratteri livre en justice une bataille historique contre la puissante mafia calabraise. L'essentiel de l'information dans le monde est signé Jérôme Humbo. Des experts désignés par la junte au pouvoir au Mali ont adopté une charte de transition au terme de 3 jours de discussion à Bamako entre personnalités politiques de la société civile et des militaires. Cette charte n'a pas été publiée dans l'immédiat, mais le document en discussion samedi prévoyait une transition de 18 mois conduite par un président désigné par un comité lui-même établi par la junte selon des correspondants de l'AFP. Les résultats auxquels vous êtes parvenus m'autorisent à espérer l'avènement d'un Mali nouveau, démocratique, laïque, prospère, fondé sur le travail, la justice sociale et l'égalité. Nous demandons et espérons la compréhension, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en œuvre dirigeante, correcte de la charte et de la feuille de route de la transition. Nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Bon, c'est difficile d'être comblé par un tel travail parce que c'est énorme, toutes les urgences qu'il y a au Mali. Mais maintenant, c'est d'aller avec cette proposition-là et de prendre en charge le Mali. Des responsables de la junte devraient aller à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se réuniront mardi à Accra au Ghana, a dit à l'AFP un collaborateur de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan qui a mené une longue médiation dans cette crise. À Istanbul, avec des pancartes, des manifestants se rassemblent pour protester contre la republication des caricatures de Mahomet par le magazine satirique français Charlie Hebdo. Des années d'enquête, des montagnes de dossiers, des centaines de suspects, quelques repentis et une escorte armée en guerre contre l'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise. Le procureur Nicola Gratteri livre en justice une bataille historique. L'Ndrangheta è molto temuta proprio per questa sua ferocia, per questa sua... L'Ndrangheta est très crainte pour sa férocité, sa cruauté, et en même temps, elle est très moderne. Elle se tient prête sur tous les marchés à inonder l'Europe de tonnes de cocaïne et avec cet argent, acheter ensuite tout ce qui est à vendre. À 62 ans, dont 30 sous protection policière, le célèbre magistrat espère envoyer derrière les barreaux plus de 450 membres présumés de la Ndrangheta, une organisation criminelle qui a bâti sa fortune et sa funeste réputation sur l'extorsion, le blanchiment, les enlèvements, le trafic de drogue, la vendetta. Intanto è l'unica mafia presente in tutti i continenti.
C'est la seule mafia présente sur tous les continents. Ensuite, elle a démontré au fil des siècles une certaine constance. Par exemple, le danger de collaborateurs de justice est minime par rapport à la Camorra ou Casa Nostra, et donc c'est une mafia qui est crainte par les autres organisations internationales. Et quindi in questo momento è una mafia anche molto temuta dalle altre organizzazioni internazionali. Ce procès historique, à ses yeux, est le plus important depuis le Maxi Processo contre Cosa Nostra, la mafia sicilienne, en 1986. Après les audiences de pure forme à Rome, les débats se tiendront en Calabre où défileront par moins de 600 avocats et 200 parties civiles, boss, intermédiaires ou second couteau, les ndranghetists, au nombre desquels une quarantaine de femmes ont été arrêtées en décembre 2019 au cours d'une opération qui a mobilisé une armée de carabiniers, policiers et magistrats en Italie, mais aussi en Allemagne, en Bulgarie et en Suisse. Parmi les accusés, une poignée de gros bonnets, des commerçants, un ex-parlementaire, des maires, un commandant de police municipale, un colonel, des carabiniers. Des centaines de personnes manifestent au Pakistan contre les autorités qui ont traité un cas de viol collectif. La victime a rapporté avoir été menacée d'un pistolet et violée devant ses 2 enfants après être tombée en panne près de la ville de Lahore, dans l'est du pays. Nous avons protesté tant de fois lors de la marche de la journée de la femme, chaque fois qu'il y a un viol, mais personne ne nous écoute. Vous réfléchissez à 2 fois à ce que vous allez porter. Vous ne pouvez pas marcher dans la rue pendant plus de 5 minutes sans être molesté des yeux. Vous pourriez porter une burqa, vous pourriez être en jean, ce n'est pas suffisant. Tout le monde peut voir à travers vos vêtements apparemment. On vous dit des choses comme « Pourquoi tu ne viens pas ici ? Pourquoi tu ne nous regardes pas ?» etc. Une manifestante déclare que les viols sont normalisés et continuellement ignorés par les autorités pakistanaises. Voilà qui vient mettre un thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne semaine. À demain, 13h pour un autre rendez-vous.